Bonsoir, je m'appelle Sébastien Ly et je vous souhaite la bienvenue sur les légendes de Monsieur Ly. Merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne et une bienvenue toute particulière aux nouvelles et aux nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui. Ici, chaque écoute est un lien, chaque geste compte. Alors, si ce conte vous touche, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou à vous abonner. Ce sont des petits gestes simples mais porteurs, comme un fil qu'on tend vers un autre monde. Le conte que vous allez entendre est un récit venu de très loin, des hautes Andes, là où la lumière effleure la terre comme une caresse. Il nous vient du cœur du monde Inca, une civilisation fascinante qui portait dans sa sagesse un lien très fort entre la nature, les rythmes du ciel, le corps et la communauté. Chez les Incas, tout avait sa place, les pierres, les gestes, les silences, et dans ce monde ordonné par le soleil, le mythe fondateur que vous allez découvrir raconte comment l'humanité est sortie de l'errance pour entrer dans l'harmonie. Manco Capac et Mamaokyo, enfants du soleil, ne sont pas des héros de guerre. Ils ne triomphent pas par la force, mais par la patience, l'écoute, la beauté des gestes simples. Ils enseignent, ils guident, ils tissent le monde avec les mains, avec le cœur, avec la lumière. Ce conte parle d'origine, d'équilibre, de lien juste. Il nous invite à ralentir, à observer, à honorer ce qui nous relie. Peut-être que vous aussi, en l'écoutant, vous sentirez résonner en vous ce besoin profond, celui d'une vie plus alignée, plus douce, plus essentielle. Alors installez-vous confortablement, respirez. Je vous souhaite un très beau voyage. En route. Il fut un temps où les hommes vivaient sans lumière. Leur monde n'avait ni centre, ni saison, ni mémoire. Ils erraient entre les rochers, buvaient l'eau des pluies sans nom, dormaient à même le sol, sans même le remercier. Leurs mains ne savaient pas encore transformer, ni caresser, ni construire. Leurs mots, rares et rugueux, s'envolaient comme des oiseaux sans nid, perdus dans l'écho des vallées. Ils ne savaient pas lire le ciel, ni entendre la pulsation douce de la terre. Ils vivaient au bord d'eux-mêmes, dans un présent figé, sans racines et sans avenir. Aucun feu ne brillait dans leurs abris, aucune histoire ne réchauffait leur veillée. Les enfants grandissaient sans chant, les anciens mouraient sans trace, et la nuit s'étendait partout, et non seulement dans le ciel, mais elle habitait aussi les regards, les gestes, les silences. Mais ce n'était pas une faute, ce n'était pas un châtiment, c'était une attente. Le monde respirait encore comme un enfant dans le ventre du temps,
à la lisière de l'éveil, et quelque part, très haut, un regard de lumière veillait déjà, prêt à poser sur cette nuit les premières braises d'un jour nouveau. Là-haut, bien au-delà des montagnes, au sommet du ciel, résidait Inti, le dieu soleil. Son regard d'or embrasait le monde entier, les cimes enneigées, les lacs endormis, les vallées oubliées. Depuis son trône de lumière, il voyait les hommes vivre dans l'ombre, tourner en rond autour de leur faim, s'aimer sans mots, mourir sans sépulcre. Il voyait les enfants naître dans le silence, les clans se disputer un coin de pierre, les mains tâtonner dans l'invisible sans jamais pouvoir cueillir le sens. Mais Inti n'était pas un dieu de colère. Il ne jugeait pas les hommes, il les aimait. Et ce qu'il voyait, ce n'était pas sa faute, ce n'était pas la faute, c'était l'absence. L'absence de savoir, l'absence de lien, l'absence de cette lumière intérieure qui donne aux gestes leur direction et aux jours leur rythme. Il savait que l'homme n'était pas vil par nature, il était simplement égaré, privé de clés, d'origine, de chant. Alors le dieu soleil fit silence, il ferma les yeux un instant, long comme un souffle sacré. Et dans cette pause, il comprit ce qu'il devait faire. Non pas envoyer le feu, ni l'orage, ni le tonnerre, mais offrir une présence, une réponse douce à l'attente muette des vivants. Il ne leur enverrait pas un éclair, il leur enverrait 2 visages, 2 êtres faits de chaleur et de savoir, porteurs de paix, d'ordre et de mémoire. Ainsi naquit la décision divine dans la lumière dorée d'un matin éternel. Un monde allait s'ouvrir, et pour cela il fallait d'abord qu'une porte s'entrebâille dans le ciel. Quand la décision fut prise, Inti convoqua le silence du ciel. Autour de lui, les forces anciennes se penchèrent, le vent des hauteurs, les constellations endormies, l'éclat pur des rayons d'aurore, tous écoutaient, car lorsqu'un Dieu parle, ce n'est pas une parole, c'est une direction. Inti parla peu, mais chaque mot ouvrit un chemin dans l'invisible. Ce n'était pas une punition qu'il préparait, ni un miracle soudain, c'était une réponse lente, humble et essentielle, une réponse en forme d'humanité. Parmi les enfants du soleil, il en choisit 2, un frère et une sœur, 2 âmes forgées dans la lumière pure du matin du monde. Manco Capac, à la démarche stable, portait en lui la force de la terre et le feu de la vision. Mama Occhio, douce et pénétrante,
rayonnaient d'une intelligence fine comme un fil d'or. Ils ne naîtraient pas, ils émergeraient. Ils ne régneraient pas, ils guideraient. Ils ne tiendraient pas des armes, mais des gestes qui instruisent, qui rassemblent, qui relient. Inti leur donna sa bénédiction, non par un ordre, mais par un regard clair comme une source. Et dans ce regard, tout était contenu. La mission, la confiance et la promesse d'un monde à venir. Ainsi fut scellé le départ. Non pas une chute vers la terre, mais une descente pleine d'amour. Ils iraient non pour transformer les hommes en sujets, mais pour les réveiller à eux-mêmes. Et le ciel, en silence, les accompagna jusqu'à la lisière de l'eau. Au bord du lac Titicaca, les berges dormaient encore, enveloppées d'une brume légère. L'aube n'avait pas encore tout à fait pris possession du ciel. Un souffle ancien planait, comme si le monde retenait sa respiration. Soudain, le silence se fit plus dense, plus profond, presque sacré. Les eaux cessèrent de clapoter, et dans l'immobilité parfaite d'un instant suspendu, une lumière douce s'éleva du cœur du lac. Elle n'éblouissait pas, elle caressait. Elle ne brûlait pas, elle révélait. Elle ouvrait l'espace lentement, comme une main s'ouvre pour offrir. De cette lumière surgirent deux formes, d'abord floues, tremblées, puis peu à peu nettes, sculptées de clarté. Un homme, une femme, un frère, une sœur. Ils marchaient sur l'eau sans la froisser, portés non pas par la force, mais par la paix qui les habitait. Leurs pas n'étaient pas des pas, c'étaient des promesses. Leur venue ne faisait pas de bruit, mais tout autour, la nature s'inclinait, les roseaux frémissaient, les poissons s'éloignaient sans crainte, les oiseaux suspendaient leur vol. Ils n'étaient pas nés de la terre, ils ne venaient pas d'un ventre, ils émergeaient des eaux anciennes, là où sommeillent les souvenirs du monde. L'un tenait les yeux levés vers le ciel, l'autre posait les siens sur la rive, là où vivraient ceux qu'ils allaient guider. Ils étaient faits de la même lumière, mais portaient chacun un visage différent de la sagesse. Ce jour-là, le lac devint berceau, et la brume qui s'effilait doucement sut que l'humanité allait changer. Ils marchaient côte à côte, unis comme deux sources d'un même fleuve. Leur silence était simple et fort, tissé d'accords et de regards partagés. Entre eux, il n'y avait ni question ni réponse, il y avait une harmonie ancienne, comme si leur souffle avait toujours été accordé.
Manco Capac avançait avec l'assurance tranquille de ceux qui écoutent la terre. Ses pas pesaient avec justesse sur les pierres. Il ne cherchait pas à dominer le monde, mais à l'épouser. De sa main, il portait le bâton d'or, mince comme une flamme figée, transmis par Inti pour guider leur quête. Mama Okyo suivait son rythme, ni derrière, ni devant. Ses gestes étaient pleins de lenteur attentive, de soins silencieux. Elle regardait autour d'elle comme on accueille un monde nouveau, avec douceur et curiosité. Elle portait sur les épaules un tissu clair où le vent venait jouer comme un enfant. Son regard se posait sur les moindres détails, une pousse verte, une pierre fondue, un envol d'oiseau. Elle avançait avec le cœur ouvert, disponible à chaque signe, à chaque souffle. Ils étaient différents, mais leur différence formait une danse. Lui orientait le pas, elle donnait au chemin sa lumière intérieure. Lui semait dans le sol, elle nourrissait ce qui allait croître. Entre eux coulait un fil invisible, plus fort que la parole. Il n'était pas tissé de promesses, mais d'une entente essentielle. Ce lien-là ne se disait pas, il se vivait. Le soleil les reconnaissait comme ses enfants, et la terre, bientôt, les reconnaîtrait comme ses guides. Avant le départ, Inti remit à son fils un objet précieux, un bâton d'or pur, lisse comme l'eau, droit comme un rayon de lumière. Ce bâton n'était pas une arme, il n'était pas destiné à frapper ni à contraindre, encore moins à blesser. Ce bâton portait en lui la mémoire du soleil et la sagesse de la terre. Sa brillance n'aveuglait pas, elle indiquait simplement, mais clairement, un chemin. Dans le creux de sa main, Manco Capac sentit une chaleur douce, un frisson ancien. Le bâton vibrait faiblement, comme s'il respirait à son tour. Il n'était pas seulement un instrument, il était un lien entre les mondes. Il guiderait leurs pas à travers les plaines, les montagnes et les rivières. Il saurait reconnaître l'endroit juste, le lieu propice, celui qui accepterait leur présence. Ce lieu, ils ne le désigneraient pas eux-mêmes. Ils ne le choisiraient pas ni pour sa beauté, ni pour sa richesse, ni pour sa hauteur. C'est le sol lui-même qui donnerait son accord. Là où le bâton s'enfoncerait sans effort, là serait leur destination. Un signe simple, un geste clair, un oui de la terre à leur mission. Inti n'imposait rien, il offrait un outil qui enseigne la patience et l'écoute. Il offrait une mesure invisible, une vérité silencieuse. Manco Capac accepta le bâton comme on reçoit un souffle sacré. Mama Okyo le regarda, puis inclina la tête. Elle comprenait,
Elles comprenaient que leur route ne serait pas une conquête, elle serait une recherche attentive, une marche tissée et nourrie de signes. Et ainsi commencèrent-ils à descendre du monde des hauteurs, guidés par la lumière et par le silence du sol à venir. Ils quittèrent les berges du lac Titicaca au matin, portés par une lumière encore tiède, douce comme une promesse. Derrière eux, les eaux calmes refermaient leur silence. Devant eux s'ouvrait une étendue vaste, montagneuse, pleine de mystères. Ils ne se retournaient pas, ils marchaient en confiance, chacun accordé au souffle de l'autre, laissant leurs pas dessiner une ligne invisible entre le ciel et la terre. La direction était claire, vers le nord, là où le soleil s'élève plus haut, là où la terre appelle. Ils n'avaient ni carte, ni escorte, ni certitude, mais en eux brillait la paix des commencements, celle qui précède les grandes œuvres. À chaque pas, la lumière glissait sur leurs épaules. Le sol changeait sous leurs pieds, tantôt souple, tantôt pierreux, tantôt irrégulier. Chaque paysage semblait les observer, comme s'ils cherchaient à les connaître. Ils avançaient lentement, sans précipitation. Leur rythme était celui du souffle, non de la hâte. Ils savaient que l'important n'était pas d'arriver, mais de traverser pleinement chaque lieu. Manco Capac scrutait les reliefs avec patience, avec la patience d'un semeur. Mama Occhio écoutait les arbres, les oiseaux, les femmes qu'il croisait aux lisières des villages. Leur voyage ne coupait pas la terre, il l'épousait. À mesure qu'ils marchaient, quelque chose changeait autour d'eux. Les enfants s'approchaient pour les regarder, les anciens murmuraient entre eux, les cœurs s'ouvraient un peu, portés par la douceur de leur présence. Ainsi commencèrent-ils leur périple, non comme des voyageurs étrangers, mais comme des passeurs de lumière, et la terre lentement commença à leur parler. Un jour, ils atteignirent une vaste plaine, couverte de pierres et de poussière. Le vent soufflait avec constance, soulevant de petits tourbillons de sable qui dansaient autour de leurs chevilles. Le sol semblait sec, fermé, sans trace de culture. Pourtant, plusieurs familles y vivaient, établies près d'un mince ruisseau, et tiraient leur subsistance de gestes hésitants, anciens, comme transmis sans voix. Manco Capac s'arrêta. Il observa le champ, les outils rudimentaires, les sillons mal tracés, puis il s'agenouilla près de la terre. D'un mouvement lent, il planta son bâton dans le sol et traça une ligne droite, profonde, continue. Il recommença en croisant les lignes, formant des motifs simples et harmonieux. Des hommes s'approchèrent, curieux. Ils virent ses gestes, nets et calmes, son respect pour la terre, sa manière de poser la main à plat sur le sol,
comme pour écouter son souffle. Il ne parlait pas beaucoup, il montrait. Il prit des graines, les posa une à une, les recouvrit d'un peu de poussière, puis il leva les yeux vers le ciel, le salua d'un geste souple. La graine, disait-il par le corps, a besoin d'ordre, de patience et de confiance. Les hommes l'imitèrent. Ils commencèrent à tracer d'autres lignes, à semer avec soin. Leurs gestes devinrent plus sûrs, plus amples, comme s'ils retrouvaient une mémoire oubliée. Manco Capac resta longtemps au milieu d'eux, les épaulant, corrigeant doucement, guidant sans imposer. Il ne venait pas pour donner une technique, mais pour transmettre une attitude. Labourer devenait un acte sacré, une manière d'entrer en relation avec le vivant. Lorsque la nuit tomba, les sillons formaient une sorte de géométrie paisible dans la plaine. Les hommes allumèrent un feu et l'invitèrent à s'asseoir. Il accepta, et dans leurs regards brillait désormais une lumière nouvelle, celle de la compréhension partagée. Pendant que Manco Capac enseignait les gestes de la terre, Mama Occhio s'approcha des femmes rassemblées à l'écart du champ. Elle filait, lavait, cuisinait à même le sol avec une économie de mots et une grande attention dans les yeux. Elles l'observèrent d'abord en silence, comme on regarde une étoile nouvelle apparaître dans le ciel familier. Mama Occhio s'assit simplement parmi elles, sans annoncer quoi que ce soit. De son sac de tissu, elle sortit une laine fine et claire et se mit à tisser. Ses doigts allaient et venaient sur le fil comme des oiseaux en plein vol, réguliers, précis, paisibles. Le tissu prenait forme lentement. Il s'élargissait à mesure qu'elle y mêlait des fils de couleurs, choisis selon les heures du jour, l'ocre du matin, le bleu du zénith, le gris doux de la poussière. Chaque geste était un message muet, un poème silencieux, transmis par les mains. Les femmes s'approchèrent, captivées par ce tissage vivant. Mama Occhio leur montra comment stabiliser le fil, comment équilibrer les tensions, comment laisser respirer la trame. Elle expliquait peu par la voix, beaucoup par le regard et le rythme de ses gestes. Puis elle se leva doucement, invita les plus jeunes à l'accompagner. Elles ramassèrent des herbes, préparèrent un feu, écrasèrent des grains, et elle leur enseigna à cuire sans précipitation, à nourrir sans fatigue, à transformer la cuisine en lieu d'écoute. Le foyer entre ses mains devenait plus qu'un lieu de survie. Il devenait centre du monde, espace de soins et d'harmonie, un endroit où l'on apprenait à vivre ensemble. À la tombée du jour, les femmes de la plaine portaient en elles quelque chose de neuf. Leurs mains avaient retenu plus que des gestes. Elles avaient retrouvé la mémoire du soin. Et dans leur cœur,
Le feu brûlait avec une clarté nouvelle. Le soleil commençait à descendre lorsque Manco Capac et Mama Occhio atteignirent un col rocheux, sculpté par les vents. Là, blottie contre la pente, vivait une petite communauté. Les hommes avaient les épaules larges et les regards fermés. Ils vivaient entre eux, dans la rudesse des hauteurs, et regardaient les étrangers avec prudence. L'arrivée du couple ne déclencha ni accueil ni menace, mais un silence dense, comme un vent qui hésite. Manco Capac s'arrêta à distance, sans chercher à imposer sa présence. Il observa les gestes des habitants, couper le bois, nourrir les animaux, resserrer les abris. Leur travail portait une force ancienne, mais manquait parfois d'équilibre. Il prit un moment, il posa son bâton, s'agenouilla près d'un petit feu abandonné et l'alimenta doucement. Il ramassa des pierres, en fit un cercle stable, il ajouta quelques herbes sèches, du souffle et une étincelle. Le feu prit vie, sans bruit, comme une parole qu'on ose enfin prononcer. Les hommes observaient, toujours à distance. Manco Capac ne les appelait pas, il attendait, il laissait le feu parler à sa place. Mama Occhio, elle, s'approcha des femmes, restées près des enfants. Elle leur sourit avec simplicité, puis elle tendit une miche de pain qu'elle avait façonnée en chemin. Elle déposa aussi quelques fruits, un fil coloré, un regard calme, rien de plus. Ce soir-là, le couple s'assit près du feu, sans mots, sans tension, et peu à peu, des ombres s'approchèrent. On tendit l'oreille, on accepta un morceau de pain. Une vieille femme raconta un rêve. Un enfant s'endormit près du bâton d'or. Dans cette montagne rude, une ouverture avait eu lieu. Ce n'était pas un discours ni une leçon, c'était une présence offerte, tranquille et claire. Les cœurs, un instant, respirèrent un peu plus largement. Après plusieurs jours de marche à travers des plateaux venteux, Manco Capac et Mama Occhio atteignirent une vallée étroite, encadrée par des collines brunes. L'endroit semblait paisible, abrité du vent, baigné d'un soleil doux. Des arbustes s'accrochaient aux pentes, le ruisseau chantait dans les pierres, tout dans ce lieu semblait inviter au repos. Manco Capac s'avança jusqu'au centre de la plaine. Il s'arrêta, ferma les yeux un instant pour sentir le sol, puis lentement il planta le bâton d'or dans la terre. Le bâton s'enfonça d'un doigt, puis s'immobilisa. Il resta suspendu là, comme figé dans l'attente. Le sol était dense, pas hostile, mais encore fermé. Il manquait quelque chose, peut-être une ouverture, un accord plus profond, une résonance invisible. Manco Capac retira doucement le bâton. Il ne montra aucun trouble, aucune impatience. Il caressa la terre du bout des doigts avec respect. Puis il leva les yeux vers les collines,
et inclina légèrement la tête, comme pour remercier ce lieu de les avoir accueillis un instant. Mama Okyo l'observait. Elle savait que la terre a son rythme, ses seuils, ses silences. Il ne s'agissait pas de convaincre le sol, mais de l'écouter. Ils restèrent encore une nuit dans cette vallée. Ils tissèrent, semèrent un peu. Ils partagèrent un repas avec les quelques familles installées là, puis à l'aube, ils reprirent le chemin. Chaque halte, même brève, avait sa vérité. Chaque refus était un enseignement. Ce lieu n'était pas le leur, mais il portait une beauté simple, une paix en germe. Ils partirent sans regret et dans le cœur, il y avait en eux une gratitude muette. Mais leur quête devait continuer, et à chaque étape s'affinait peu à peu leur écoute. L'instant se préparait, l'instant où la terre elle-même dirait oui. Le chemin se poursuivit à travers les hautes altitudes, là où l'air devient plus léger, plus tranchant, et où les mots s'effacent d'eux-mêmes. Le ciel, immense, se tendait au-dessus d'eux comme un manteau bleu pâle. Le vent, vif et sec, glissait le long des crêtes en sifflant doucement dans les herbes basses. À cette hauteur, les sons sont rares, le temps semble s'étirer et les nuits prennent une ampleur nouvelle. Le jour, ils marchaient lentement, enveloppés dans leurs tuniques épaisses. La lumière frappait les roches sans chaleur et l'ombre avançait vite entre les sommets. Ils s'arrêtaient souvent, prenaient le temps de sentir la montagne, d'accueillir le silence comme une voix pleine. La nuit, ils choisissaient un creux, une pente douce ou un replat protégé. Mama Okyo rassemblait quelques brindilles, quelques pierres pour entourer la flamme, puis elle sortait de son sac des feuilles parfumées, des racines séchées, des graines enveloppées de laine. Elle préparait une infusion simple, faite de chaleur et d'attention. Le parfum montait dans l'air glacé, tissant autour d'eux un cercle invisible de réconfort. Manco Capac buvait lentement, le regard posé sur les étoiles, paisible. Il parlait peu, mais chaque soir, il remerciait la terre de les porter, le feu de les garder, le ciel de les suivre. Et dans ce silence partagé, quelque chose de profond grandissait. Ils ne cherchaient pas à échapper à la rudesse des hauteurs. Ils apprenaient à marcher avec elle, à la traverser avec respect. Le froid ne fermait pas leur cœur, il affinait leur présence. Et ainsi, jour après jour, nuit après nuit, ils poursuivaient leur marche. Leurs pas devenaient plus souples, leurs gestes plus mesurés, leurs regards plus vastes. Ce qu'ils portaient en eux s'approfondissait dans l'épreuve. La montagne n'était pas un obstacle, elle était un seuil, et chaque souffle arraché au vent les rapprochait de leur propre lumière. Dans les hauteurs de l'altiplano, alors que le ciel semblait effleurer la terre, Manco Capac et Mama Okyo parvinrent à un village perché,
accrochées à flanc de montagne. Les maisons étaient basses, serrées les unes contre les autres, faites de pierres sombres, de toits de chaume tressés. Là, le vent soufflait presque sans pause, long et souple, comme une grande respiration. Dès leur arrivée, des enfants sortirent, curieux et vifs. Ils couraient entre les pierres, leur rire se mêlait au souffle du vent, leurs pas soulevaient un peu de poussière, et leur présence apportait une chaleur inattendue. Mama Okyo s'assit sur une pierre plate, à l'orée du village. Elle sortit de sa besace quelques fils de laine colorés et les tendit vers les enfants. Ils s'approchèrent à petits pas, les yeux brillants d'envie et d'étonnement. Elle ne donna pas d'instructions, elle montra simplement un nœud, une boucle, un motif. Les petites mains s'activèrent bientôt, maladroites mais heureuses. Le fil passait de l'une à l'autre, les couleurs s'enchevêtraient, et dans cet enchevêtrement naissait une complicité nouvelle. Ils tissaient ensemble quelque chose de léger, d'invisible, mais de durable. Plus loin, Manco Capac observait, souriant. Il traça sur le sol un cercle avec le bout de son bâton. Autour de ce cercle, il dessina les rayons du soleil, les lignes de la terre cultivée, les chemins qui y relient. Les enfants vinrent le rejoindre, ils ajoutèrent leur propre marque, une main, un galet, une empreinte. Le cercle grandissait sous leurs gestes. Ce jour-là, il n'y eut ni leçon ni discours, il y eut des jeux, des gestes simples, une attention douce offerte à ceux qui regardent le monde sans le juger. Et dans le vent de la montagne, un nouvel élan circulait, celui d'un lien tissé dans la joie. Les enfants portaient désormais en eux une image, non celle d'un savoir donné, mais celle d'un moment vécu, partagé, enraciné, une image qui les accompagnerait longtemps, très longtemps après le départ du couple solaire. Le chemin les mena encore plus haut, jusqu'à une crête nue, d'où l'on pouvait voir, très loin, les replis du monde. Là, le silence était presque absolu. Même le vent semblait hésiter à troubler cette hauteur. Le ciel vaste et clair touchait presque les épaules. Chaque pierre portait le poids du temps. Chaque souffle devenait précieux. Manco Capac s'arrêta sur une terrasse naturelle, ouverte vers la vallée. Le sol, à cet endroit, lui paraissait stable, généreux. Il ferma les yeux un instant, sentit l'air contre sa peau, puis planta le bâton dans la terre. Le bâton pénétra le sol sur quelques centimètres. Il résista ensuite, comme arrêté par quelque chose de profond. Ni rejeté, ni accueilli tout à fait, il restait suspendu à un possible. Manco Capac ne força rien. Il laissa le bâton là quelques instants, comme pour interroger la patience du lieu. Puis avec la même douceur, il le retira. Il regarda autour de lui. La montagne était belle, le ciel limpide. La lumière dessinait des ombres pures sur les roches. Mama Okyo s'approcha. Elle posa sa main sur la sienne, sans parler.
Elle savait, elle aussi, que ce lieu avait offert un signe. Ce n'était pas un refus ni une erreur, c'était une halte, une rencontre, une attente qui mûrissait. Ce lieu peut-être serait fertile plus tard pour d'autres. Ils passèrent la nuit sur la crête, près d'un feu léger. Ils observèrent les étoiles se lever, une à une, lentes et sereines. Ils parlèrent peu, mais leur regard disait l'essentiel. Chaque lieu est porteur d'un enseignement. Leur route reprendrait au matin, mais cette halte, même sans ancrage, avait nourri leur marche. Elle leur avait appris à lire les promesses dans les hauteurs, à recevoir sans vouloir s'installer, à aimer sans posséder. Après de longues semaines de marche, Manco Capac et Mama Occhio descendirent enfin vers une vallée différente. Elle s'étendait entre deux chaînes de montagnes paisibles aux courbes douces. L'herbe y poussait sans retenue, les oiseaux chantaient bas dans les buissons et l'eau courait en filets clairs entre les pierres. Tout semblait respirer dans cette vallée, comme si la terre elle-même s'y reposait. Le matin se leva dans une lumière particulière, dorée et diffuse, comme tamisée par une intention bienveillante. Manco Capac sentit en lui une vibration calme. Il regarda autour de lui, observa la courbe du sol, la souplesse des ombres, la façon dont les arbres se penchaient doucement. Il marcha jusqu'au centre de la clairière, planta le bâton dans le sol avec un geste sûr et attendit. Cette fois, le bâton ne rencontra aucun obstacle. Il s'enfonça lentement avec la fluidité d'un accord ancien. Le sol ne résistait pas, il accueillait. Mama Occhio s'approcha. Elle vit le bâton disparaître presque entièrement dans la terre meuble, droite et tranquille. Autour d'eux, un léger souffle parcourut l'herbe. Quelques oiseaux s'envolèrent, comme portés par un rythme nouveau. Un silence s'installa, dense et clair, comme une cloche invisible. Ils restèrent là, un long moment, immobiles. Le cœur reconnaissait ce que le corps ressentait. La vallée venait de répondre. Elle n'appelait pas, elle confirmait. Ce lieu possédait une force douce, une stabilité souterraine, une harmonie profonde. Il ne montrait pas sa richesse, mais il portait tout ce qu'il fallait. Eau, soleil, espace, paix, un équilibre parfait entre l'attente et l'accueil. Ce n'était pas seulement un endroit favorable, c'était un point d'origine, un centre, un berceau pour ceux qui allaient naître. Leur marche avait trouvé son ancrage. Dans le regard de Manco Capac brillait une reconnaissance muette. Dans celui de Mama Occhio, une tendresse infinie. Il savait que le voyage changeait à partir de là, non parce qu'il finissait, mais parce qu'il ouvrait d'autres choses. Lorsque le bâton d'or s'enfonça entièrement dans la terre sans résistance, le temps sembla suspendre son cours. Autour d'eux, les herbes se courbèrent avec lenteur,
comme mus par une respiration ancienne. Les pierres restèrent immobiles, mais leur présence semblait plus dense, plus attentive. Le vent ne soufflait pas, ou alors si doucement qu'il caressait à peine la peau. Manco Capac se pencha vers le sol, il posa une main à plat sur la terre avec respect, comme on salue un hôte généreux. Il resta quelques instants ainsi, les yeux fermés, écoutant ce qui ne se dit pas. La réponse était là, simple et pleine, le sol avait reconnu leur présence et l'avait choisie. Il ne s'agissait pas d'un hasard, ni d'un simple moment favorable. C'était un accord profond entre le ciel et la terre. Mama Okyo s'agenouilla à son tour, elle glissa ses doigts dans la terre humide, puis leva les yeux vers le ciel. Son regard brillait d'une lumière nouvelle, nourrie de gratitude et de promesses. Autour d'eux, tout semblait en accord. Le chant des oiseaux prenait une cadence claire, les arbres frémissaient doucement comme pour célébrer l'instant. Ils savaient qu'ils n'avaient plus à chercher. Leur pas avait trouvé son lieu. Leur mission pouvait s'ancrer, se déployer, grandir. Ce n'était pas la fin d'un voyage, c'était le commencement d'un autre rythme plus lent, plus profond, enraciné dans la durée. Ils restèrent là longtemps, le soleil monta dans le ciel, répandant sur la vallée une chaleur tranquille. Leurs ombres s'étiraient sur l'herbe, comme deux lignes reliées au cœur du monde. Le bâton d'or brillait encore, discret, posé dans la terre comme un trait d'union entre les éléments. Il ne scintillait pas, il rayonnait de l'intérieur, porteur d'une paix ancienne et stable, et dans le silence de ce matin-là, le monde changeait doucement comme une promesse tenue. Ils appelèrent ce lieu Cusco, le nombril du monde, non parce qu'il dominait, mais parce qu'il l'accueillait. Il n'était ni le sommet ni le bord, il était le cœur, le point d'équilibre, là où les énergies se rencontrent et s'ordonnent. La vallée avait parlé, et leur présence l'avait entendu. Dès ce jour, Manco Capac et Mama Okyo commencèrent à organiser les premières fondations. Ils tracèrent dans la terre les premiers cercles de pierre, non pas en imposant une forme, mais en suivant les lignes du paysage. Les chemins s'ouvraient comme des veines, reliant les maisons à la rivière, les champs au ciel, les hommes entre eux. Chaque espace trouvait peu à peu sa place, sa fonction, sa respiration propre. Manco Capac dirigeait les constructions avec une parole claire et posée. Il montrait comment dresser les murs, comment orienter les ouvertures pour que la lumière entre avec justesse. Il guidait les gestes, non pour imposer une règle, mais pour révéler l'harmonie déjà contenue dans la matière. Mama Okyo, de son côté, veillait à l'organisation des tâches quotidiennes. Elle rassemblait les femmes pour définir ensemble les rythmes de la cuisine, du tissage, des soins. Elle écoutait les besoins, observait les dynamiques, tissait les liens entre les générations. Le village prenait forme comme un chant lent, fait de pierre, de bois, de gestes. Rien n'était précipité, chaque jour ajoutait une touche, un détail, une attention. Autour d'eux, les habitants s'impliquaient avec confiance.
Leur présence ne pesait pas, elle inspirait. Leurs gestes donnaient envie de bien faire, de mieux vivre, d'habiter autrement. Peu à peu, Cusco devint plus qu'un campement. Elle devint un centre vivant, un espace de relation, un lieu de cohérence. Le soleil se levait droit au-dessus, comme s'il reconnaissait lui aussi l'alignement du ciel et de la terre. Manco Capac et Mama Ocllo ne bâtissaient pas seulement une cité, ils ouvraient un espace de mémoire à venir, un sol pour les générations futures, une base solide pour un monde harmonieux. À Cusco, les jours s'organisèrent autour de gestes précis, de rythmes réguliers, de rituels simples. Manco Capac et Mama Ocllo ne gouvernaient pas par la force, mais par la clarté. Leur manière d'agir inspirait la confiance. Ils n'élevaient pas la voix. Leur autorité venait de l'accord entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient. Manco Capac posa les fondements d'un ordre juste. Il proposa aux hommes de diviser le travail selon les saisons, de répartir les efforts avec équité. Chacun avait sa tâche, son rôle, sa contribution, et personne n'était mis de côté. Il introduisit les rites solaires, simples et beaux. Chaque matin, les habitants saluaient la lumière, offraient un peu de maïs à la terre, remerciaient le jour qui commençait. La gratitude devenait un acte quotidien, partagé. Il veillait aussi à la façon dont les chemins reliaient les habitations, les champs, les lieux sacrés. Il voulait que la cité reflète le mouvement de l'univers, que tout y circule sans heurts, à l'image du soleil dans le ciel. Mama Ocllo, elle, donnait aux choses leur douceur et leur rythme. Elle organisait les veillées, les apprentissages, les fêtes. Elle apportait à l'ordre sa chaleur, son accueil, sa respiration. Elle rassemblait les femmes autour du foyer pour tisser les récits du jour. Elle chantait en filant, chantait en lavant, chantait en préparant les repas. Le chant n'était pas une distraction. Il liait les gestes à l'âme. Il rendait la vie plus claire. Elle proposa un cycle de fêtes lié au mouvement du ciel. Des danses furent inventées pour célébrer les moissons, les naissances, la pluie attendue. Ces fêtes n'étaient pas réservées à quelques-uns, elles appartenaient à tous. Grâce à eux, Cusco devint un lieu où la vie quotidienne prenait sens. Les journées avaient leurs pulsations, le travail n'était pas un fardeau mais un lien. L'ordre n'éteignait pas la joie, il la rendait possible. Et dans chaque danse, dans chaque offrande, dans chaque repas partagé, le peuple entier respirait ensemble, accordé au rythme du soleil. À Cusco, les jours se suivaient avec une clarté paisible. Le peuple grandissait, non par le nombre seulement, mais par la qualité des liens, la beauté des gestes et la profondeur des silences. Ce que Manco Capac et Mama Ocllo avaient semé dans les premiers jours devenait visible dans les regards, dans les pas, dans la manière qu'avaient les habitants de se parler, de s'écouter, de construire ensemble. Les champs étaient cultivés avec soin, on y voyait des lignes droites, tracées avec patience, des pousses s'élevant dans un sol respecté. Les hommes travaillaient côte à côte,
unis non par contrainte mais par accord. Les outils passaient de main en main sans heurts, les récoltes étaient partagées avec équité, en tenant compte des besoins de chacun. On prenait le temps de remercier la terre, de chanter un peu avant de semer, de célébrer la première pousse. Les enfants observaient tout cela. Ils grandissaient dans un monde lisible où chaque chose avait sa place, sa raison, son rythme. Ils apprenaient par le regard, par l'imitation, par l'attention. Autour des foyers, le chant de Mama Okyo résonnait encore. Les femmes tissaient avec plus d'assurance, mêlaient les couleurs selon les saisons. Elles savaient que chaque tissu portait une histoire, un lien, une mémoire. Les anciens transmettaient leurs souvenirs dans les veillées, un feu central réunissant tous les âges. On y récitait les gestes fondateurs, les enseignements du soleil. Les mots circulaient comme l'eau d'une rivière tranquille, claire et vivante. La lumière, désormais, n'était plus seulement dans le ciel. Elle habitait les visages, les décisions, les rituels. Elle circulait de l'un à l'autre sans bruit, comme un souffle profond et régulier. Ce peuple avait appris à vivre ensemble, non par peur du chaos, mais par amour de l'équilibre. Et dans cette harmonie nouvelle, chacun trouvait sa joie à contribuer, à écouter, à transmettre. Cusco rayonnait, non par ses murs ou ses richesses, mais par la qualité de sa présence au monde. Et chaque regard, chaque geste était comme un éclat du soleil que Manco Capac et Mama Okyo avaient rapporté. Le jour se levait avec lenteur d'un chant ancien. À Cusco, les premiers rayons effleuraient le toit de pierre, glissaient le long des murs, réchauffaient les visages encore endormis. Un calme profond régnait, non par absence de vie, mais par présence d'accord. Ce matin-là, comme tant d'autres désormais, les habitants s'éveillaient dans la conscience d'un monde stable, tissé de gestes justes, d'attention partagée, de paix habitée. Manco Capac marchait lentement entre les terrasses. Il saluait les hommes qui préparaient les outils, échangeait quelques mots, observait la lumière sur les champs. Il n'avait plus besoin de guider à chaque instant. Le savoir était en place, vivant, transmis. Mama Okyo s'attardait auprès des enfants. Elle écoutait les histoires qu'ils inventaient, les chants qu'ils composaient à leur tour. Elle souriait en les voyant répéter les gestes qu'elle avait montrés, avec des mains encore neuves mais déjà sûres. Il n'était plus seul à porter la mission du soleil. Il l'avait transmise, et cette lumière, désormais, passait de bouche en bouche, de cœur en cœur, de foyer en foyer. Les habitants de Cusco ne regardaient plus le couple divin comme des êtres à suivre, mais comme des racines. Ils étaient devenus sources, et chacun à sa façon portait une étincelle de ce feu intérieur venu du ciel. La cité vivait non par dépendance, mais par élan. L'équilibre avait semé, entretenu, et il grandissait avec dignité. Manco Capac et Mama Okyo s'assirent un soir sur une colline douce, à l'écart du centre. Ils regardaient la ville respirer, les enfants courir, les chants monter des maisons. Ils ne parlaient pas, le silence suffisait. Le soleil descendait lentement derrière les montagnes. Les derniers rayons illuminaient Cusco comme un dernier accord parfait, tenu dans la durée.
Et dans cette lumière, douce et pleine, le monde semblait suspendu dans une paix profonde. Ils avaient accompli leur mission, et à présent, la lumière ne venait plus seulement d'eux, elle rayonnait du peuple tout entier. Voilà, la légende touche à sa fin. Merci d'avoir écouté cette légende avec moi. Merci à vous, les fidèles, qui revenez chaque dimanche. Et merci à vous, les nouvelles et nouveaux, qui découvrez peut-être aujourd'hui cet univers de contes, de liens et de lumière. Ce récit, venu du peuple inca, nous laisse une trace très précieuse. Il nous rappelle que la transformation ne se fait pas dans la précipitation, mais dans la constance des gestes, qu'une société juste ne se bâtit pas sur la domination, mais sur la complémentarité, la transmission, le respect du rythme de la terre. Et peut-être dans notre monde moderne, si rapide, ce conte nous invite simplement à ralentir, à nous demander quelles sont les fondations que je pose aujourd'hui pour demain, quelles graines je sème dans mon foyer, dans ma communauté, dans mon cœur. Comme Manco Capac et Mama Occhio, peut-être nous pouvons chacun à notre façon porter une part de lumière et contribuer à bâtir une forme de paix, même discrète, même fragile, autour de nous. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager, à semer vous aussi cette lumière. Chaque geste compte, vraiment, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines légendes. On se retrouve, comme chaque semaine, dimanche prochain, à 19 heures, pour une nouvelle plongée dans un autre monde, une autre sagesse, un autre souffle. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.